Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Fréquence Populaire. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager auprès de vos amis, et puis surtout aujourd'hui, parce qu'on reçoit quelqu'un d'assez remarquable, Fabien Bouglet. Alors Fabien Bouglet, vous êtes expert en énergie. Oui, en politique énergétique. Vous êtes vous-même juriste, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes ancien officier de réserve de gendarmerie. Vous êtes suffisamment expert pour avoir été auditionné à la commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables en 2019 déjà. Mm-hmm. Vous l'êtes encore actuellement. Vous êtes militant écologiste aussi. Alors ça va en surprendre certains, mais pas chez nous, car nous avons un peu la même fibre. On pourrait dire authentiquement militant écologiste, on verra pourquoi. Vous nous avez fait l'honneur de venir à Nîmes lors des rencontres de la souveraineté organisées avec Julien Aubert, que vous connaissez bien, lui-même expert, en tout cas en tant que politique, des politiques d'énergie. Et vous êtes intervenu avec quelques personnes remarquables, dont Yves Bréchet, qui est élu à la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de l'année dernière, dont on parlera, qui n'a pas eu beaucoup de conséquences pour le moment, quoique. Et aussi avec notre ami Nicolas Meillan, qui viendra à votre place, parce qu'on va commencer avec vous un nouveau cycle sur l'énergie. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est essentiel. Sans énergie, rien ne fonctionne. Et c'est peut-être la première des souverainetés avant toutes les autres. Alors avant de vous laisser la parole, on vous invite, entre autres parce que vous avez sorti votre 3e ouvrage sur le sujet, Guerre de l'énergie, que tout le monde voit à l'écran. Et avant, vous aviez sorti Éolienne, la face noire de la transition écologique, remarquable, et Nucléaire, les vérités cachées. Alors, vous venez aujourd'hui avec cet ouvrage. La Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé ? Énergétique, hein ? Il semblerait que oui, vous considérez, avec l'attentat, avec le sabotage sur Nord Stream 2. Tout à fait. Merci Georges Koumanovic de me donner la parole aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux. J'avais été très heureux de venir à Nîmes avec Nicolas Meillan, Yves Bréchet, Madame Tripaty, Myrto Tripaty, d'autres personnes, Maxime Amblard également, et Nicolas Meillan, pour m'exprimer sur cette question de politique énergétique que, c'est vrai, on avait globalement abandonné. C'est-à-dire que après le choc pétrolier de 1973, après la guerre du Kippour, donc on était déjà dans le conflit israélo-palestinien, eh bien, la France avait fait le choix du nucléaire. Et d'une certaine manière, 20 ans après, ça a été une grande réussite, à telle enseigne que plus personne ne s'était intéressé à la politique énergétique, tellement le modèle français était une évidence. Et puis ensuite, pendant 20 ans, depuis la gauche plurielle, avec le gouvernement de Lionel Jospin allié aux écolos de Dominique Voynet. Écolo, c'est un bien grand mot, c'est beaucoup d'honneur que de les qualifier d'écologistes. En tout cas, les pseudo-écologistes, eh bien, nous avons eu une destruction de notre modèle énergétique, et destruction qui a conduit à ces réflexions depuis 10 ans à peu près, sur le sujet des énergies intermittentes, éoliennes, panneaux solaires, ou du nucléaire, la place du nucléaire, et ensuite guerre de l'énergie. Et donc tout mon travail a été justement de démystifier, de remettre un peu de lumière et de vérité sur la thématique de l'énergie. Donc le premier livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui est sorti opportunément au moment de la commission d'enquête parlementaire de Julien Aubert. Nucléaire, les vérités cachées, qui est sorti concomitamment avec la relance du nucléaire en France, puisque Emmanuel Macron a annoncé le développement des petits réacteurs modulaires 3 jours avant que je ne lance mon livre et avant son plan d'investissement 2030, suivi 3 mois après du plan de Belfort. Donc c'est assez sympa d'avoir fait la promo de mon bouquin. Et en enquêtant dans le cadre de mon livre Nucléaire, les vérités cachées, j'avais dévoilé à la France, et à l'époque j'étais intervenu chez mon ami André Berkoff sur Sud Radio, pour dévoiler que l'Allemagne... André Berkoff, qu'on salue. Voilà, exactement. Donc c'était dans son émission que j'avais dévoilé que l'Allemagne nous avait déclaré une guerre énergétique sur le nucléaire. Et
et cette guerre, on aura probablement l'occasion d'y revenir, eh bien, ce prisme de guerre intra-européenne, je l'ai étudié, j'ai continué à étudier, c'est mon chapitre 10 de mon livre sur le nucléaire, et en fait, j'ai constaté que cette guerre intra-européenne s'inscrivait dans une guerre beaucoup plus large, beaucoup plus importante, entre l'Empire russe et l'Empire américain, qui avait justement été dévoilée par la guerre en Ukraine et surtout par le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui non seulement avaient un impact économique et énergétique mais aussi un impact symbolique extrêmement puissant. Et donc pour moi, ces sabotages sont la traduction, sont la mise à jour de cette guerre mondiale de l'énergie, comme on a pu avoir l'attentat de Sarajevo en 14-18. Donc ce n'est pas une déclaration de guerre à proprement parler, mais un acte symbolique extrêmement puissant, extrêmement disruptif, avec un effet papillon absolument considérable, dont les conséquences sont incalculables. Et c'est l'objet de mon livre « Guerre de l'énergie » qui dévoile à partir de ce fait, qui peut sembler anodin, sans mort, sans victime, un simple gazoduc qui est détruit, et pourtant il a d'énormes conséquences, et c'est l'objet de mon livre, de mon 3e livre. Alors ce qui est très intéressant et remarquable avec vous, et plutôt rare, c'est que vous faites des annonces et vous dévoilez des choses qui parfois peuvent choquer, étonner, comme de véritables révélations, mais vous faites un travail très précis. Alors je ne sais pas si c'est votre profession par ailleurs qui vous mène à cette précision, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est documenté, c'est précis, c'est creusé, c'est travaillé, c'est pas juste « Oh, je vais déclarer et faire une déclaration, voilà, la Troisième Guerre a commencé ». Non, c'est très précis, donc je conseille de lire vos livres. Alors c'est intéressant cette approche que vous avez de l'Empire russe et de l'Empire américain, on va rentrer dans le détail, qui essaye de vassaliser l'Europe, et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ça passe par l'Allemagne. Exactement. Et au détriment de la France, qui a, y compris dans ce domaine, aura, on verra bien, une capacité d'être pivot, de parler au monde, d'être un peu indépendante, et de ne pas juste être vassalisé à l'un à l'autre. On va y arriver. L'autre point, c'est que vous axez ça sur la question géopolitique, c'est très intéressant. Crise pétrolière suite à Kippour. Vous rappelez souvent aussi que l'Union européenne se construit sur l'atome. Tout à fait. Et plus que d'ailleurs sur l'acier et le charbon, qui était un peu... qui a raté. Pas totalement une réussite, voilà. Oui, qui rate. Pour le moins, qui rate. Et que ça se fait en 57. 57 qui suit l'année 56, où, là encore, conflit israélo-palestinien, intervention à Suez des Anglais et des Français, et on se dit, bon, va falloir trouver un moyen pour être indépendant. Donc c'est étonnant comme ce conflit... est à la fois un conflit civilisationnel et un conflit énergétique. Et c'est les deux pendants de cette guerre, qui est à la fois une guerre civilisationnelle et une guerre de l'énergie. Ou une guerre de l'énergie qui conduit à une guerre civilisationnelle. Et en fait, je pense qu'on ne mesure pas l'importance de l'énergie dans notre société. Et c'est l'objet de mon livre que de mettre en lumière l'importance que représente la maîtrise de l'énergie pour un pays 150 ans après la modernisation de notre système énergétique. Parce que, on va dire jusqu'à le colonel Dweck, en 1859, qui trouve la technique pour exploiter de manière industrielle les puits de pétrole, jusqu'alors, on avait un système énergétique, on va dire, obsolète, dérisoire, peu productif. Et puis, toute la société s'est développée à partir du pétrole. Le pétrole ne pose pas de problème jusqu'au premier choc pétrolier, ou du moins jusqu'à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Et là, l'Europe commence à comprendre qu'il y a un problème d'approvisionnement. Et à cette époque, comme la communauté de l'énergie, comme la communauté du charbon et de l'acier est un échec, cette communauté est voulue par Schuman pour empêcher la guerre entre la France et l'Allemagne. Il considère que industrialiser les pays à partir de l'exploitation du charbon va être un moyen d'assurer la paix. Eh bien, les événements qui se passent avec la nationalisation du canal de Suez conduit la France à reproposer une alliance, mais cette fois non pas sur la base du charbon et de l'acier, mais sur la base de l'énergie atomique. S'en suivra les deux traités fondateurs de Rome, le traité de la communauté européenne
économique et le traité de la communauté économique européenne de l'atome, la CEA, qu'on appelle plus communément Euratom. Et on a oublié, on a dit l'Europe est née par la communauté économique européenne, et on a fini par ne parler plus que du traité de Rome, alors qu'il y avait 2 traités. D'ailleurs, si on retrouve dans les documents des archives, on parle des 2 traités de Rome et pas d'un traité de Rome. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que la communauté économique européenne et l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, c'est 2 bases fondatrices. C'est la relation économique entre les pays d'Europe, les 6 pays qui ont créé la communauté économique européenne, et le développement de l'énergie atomique en Europe. L'Europe est consubstantiellement associée au nucléaire. Le nucléaire, c'est l'Europe. L'Europe, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'Europe et la paix. L'absence de nucléaire, c'est la guerre. Et donc, il faut bien comprendre ce point-là, qui est un point fondateur. Central. Oui. Central. Et je crois que c'est, je dirais, un des aspects de mon livre, de rappeler cette importance-là. Parce que, en fait, en réalité, après, il y a le choc pétrolier de 1973, donc guerre du Kippour. L'OPEP, pour la première fois, utilise le pétrole comme une arme. Et d'ailleurs, il y a des déclarations, j'ai retrouvé un livre de 1978 d'un professeur d'université qui expose des propos de dirigeants des pays du Moyen-Orient, où ils expliquent aux États-Unis que si ils continuent à aider Israël, on va augmenter le prix du pétrole et on va baisser la production. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour contrebalancer cette politique... C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour contrebalancer cette politique, la France lance le plan Mesmer en 1974 pour assurer, parce qu'à l'époque les centrales électriques fonctionnent au pétrole et aux énergies fossiles, pour assurer l'indépendance énergétique de la France. Donc on a l'Euratom en 1957, suivi du plan Mesmer de 1974. Et c'est une réussite incroyable. En 20 ans, la France réussit à baisser considérablement le prix de son électricité. C'est dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées, avec les documents de l'INSEE. Et de ce fait, assure son indépendance énergétique. Ce qui fait qu'en Europe, même si c'est tout le mix énergétique français, la France ne dépend que de 45% de ses importations. L'Allemagne, 65%. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, 70% et plus. La France est le meilleur élève, comme sur les gaz à effet de serre. On y reviendra. Exactement. La France, dans ce contexte-là, non seulement est un des meilleurs élèves en termes de souveraineté énergétique, et par voie de conséquence, qui n'était pas la volonté initiale des gouvernants, par voie de conséquence et par chance, le nucléaire a assuré le fait que la France était le meilleur élève dans l'Union européenne en titre d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à titre de pollution aux particules fines. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la France n'émet aucune particule fine. L'Allemagne en émet énormément avec ses centrales au charbon. Qu'on respire bien à Paris, dans la cuvette. Et l'OMS, selon les chiffres de l'OMS, les productions de centrales au charbon allemandes ont fait jusqu'à 220 000 morts depuis Fukushima. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un énorme paradoxe. Très au-delà par rapport à Tchernobyl. Hein. Et très au-delà des morts de Tchernobyl. Donc, vous voyez, on stigmatise le nucléaire par rapport à des événements un peu majeurs, un peu comme lorsqu'un avion est détruit, ça fait 300 morts, alors tout le monde en parle. Par contre, on ne parle pas d'un homme qui est mort en moto. Or, l'événement le plus mortel, ce sont les accidents de moto. On n'en parle pas aux 20h, on parlera d'un crack d'avion. Les avions, c'est le moins mortel. Et de la même manière, la centrale nucléaire, c'est le mode de production le moins mortel selon les chiffres de l'OMS. Et pour autant, ce sont les centrales au charbon qui créent une mort invisible et pourtant qui sont extrêmement mortelles. Et dans ce contexte-là, l'Europe se retrouve, pour revenir à cette guerre entre l'Empire russe et l'Empire américain, au milieu, dans une situation de faiblesse, puisque l'Europe doit importer 55% de ses moyens, de sa consommation en énergie, toute énergie confondue, là où la Russie est autonome énergétiquement, et là où les États-Unis sont autonomes énergétiquement depuis 2016. Oui. Voilà. Et évidemment, ça reconfigure tout,
parce que, alors que les États-Unis avaient besoin de 30% d'importation d'énergie, il y a encore quelques années, pas depuis peu, les États-Unis n'ont plus besoin du Moyen-Orient. Et évidemment, ça reconfigure toutes les relations entre les pays arabes. Capacité de vente. Et puisque les États-Unis n'achètent plus, du moins ils achètent, mais leur solde d'importateur est favorable, leur est favorable. Et de ce fait, ça reconfigure et ça explique pourquoi la Chine, qui elle a besoin d'importation d'énergie, rétablit ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Et donc, en fait, et avec la Russie avant. Et avec la Russie avant. Parce que les premières sanctions de 2014 contre la Russie et celles de 2022 sont à chaque fois assorties, si on peut dire, d'un accord gazier et pétrolier colossal entre la Russie et la Chine, puisque la Chine apporte les finances qui permettent à la Russie de survivre les quelques premiers mois avant de se réadapter. C'est ça. Et elle se garantit un approvisionnement. Maintenant, l'Inde. Exactement. D'ailleurs, on voit combien la Russie est tellement isolée, puisque maintenant, avec l'OPEP+, avec les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui rentrent dans les BRICS, l'Algérie qui tape à la porte, le Venezuela qui tape à la porte, et le Brésil qui rentre en observateur dans l'OPEP+, mis à part les États-Unis qui sont autosuffisants, protégés par 2 océans, on voit bien combien nous sommes dans une situation très fragile. De très grande fragilité, puisque la Chine, on l'a complètement occulté, mais pendant que j'écrivais mon livre, eh bien la Chine, il y a eu 3 jours de rencontres entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Moscou. Et pendant ces 3 jours, ils ont signé des contrats de très long terme sur les approvisionnements en gaz. Je me permets de vous couper, parce que j'avais écrit là-dessus dans la revue politique et parlementaire. Tout le monde, les gens ne l'avaient pas vu, c'est très étonnant. 3 semaines avant l'opération militaire spéciale, comme disent les Russes, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine qui va à Pékin, 2 jours, avec plusieurs huis clos de discussion. Bon, donc en fait, en réalité, on voit bien qu'il se préparait. Bien sûr, il y avait incontestablement une préparation, et cet axe Russie-Chine est fondamental, puisque d'ailleurs la Chine... Qui était la crainte de Kissinger. Et la Chine a demandé à Poutine de se calmer sur le nucléaire militaire. Ils ont dit oui, bon, ils ont un peu calmé. Je dirais, et c'est ça qui est important, parce que vous l'avez mis en préalable, je dirais cet élément important. Parler de la Russie, ou parler des États-Unis, ou dire qu'il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie sur la question énergétique, ce n'est pas faire de nous, ou de moi en tant qu'auteur, ni un pro-russe, ni un pro-américain. D'abord, je voudrais souligner ça, moi je suis ni pro-russe, ni pro-américain, pour une raison très simple, c'est parce que je suis pro-France. Voilà. Donc qu'on ne me demande pas de me positionner. Je pense qu'il faut que nous ayons de bonnes relations avec la Russie. C'est pas pour ça qu'on va considérer que je suis pro-russe. Et je pense qu'il faut qu'on ait de bonnes relations avec les États-Unis. C'est pas pour ça qu'il faut considérer que je suis pro-américain. Mais dans une vision gaulliste. Et d'ailleurs, mon livre adopte une position particulièrement gaulliste. Je pense une vision réaliste, si je peux me permettre. Qui est une vision réaliste et multilatérale. Voilà. Donc, je pense que nous avons notre autonomie, et cette autonomie, nous ne souhaitons pas, d'ailleurs ce n'est pas l'esprit gaulois réfractaire des Français, nous ne souhaitons pas ni être vassalisés par les États-Unis, ni être vassalisés par la Russie. Et Malraux le disait bien, nous ne voulons pas avoir la colonisation de l'esprit, ni par l'Union soviétique, ni par l'Amérique. Donc, je dirais que je pense que c'est fondamental pour nos amis qui pourraient avoir une tendance à dire « je suis pro-russe » ou pro-américain, de recadrer la chose. Nous sommes avant tout pro-France. Alors, on n'a plus exactement les mêmes dirigeants qu'à l'époque de Malraux et de Gaulle, qui, en tant que réalistes, avaient cette formule qu'on répète toujours, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et donc, la question, quand on est français, d'ailleurs, quand on est russe, américain ou chinois, chacun son pays, c'est de réfléchir d'abord à ses intérêts, de comprendre ceux des autres, où est leur ligne rouge, et dans l'entre-deux, on navigue. C'est ça la géopolitique. Exactement. Alors, c'est très très intéressant et important que vous ayez fait ce rappel d'Euratom de 1957.
Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une année électorale des européennes, parce qu'il y a une guerre réelle, très violente, qui est du niveau de la Première Guerre mondiale dans son intensité, qui se déroule à l'est de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, dont les tenants et les aboutissants sont au moins en partie liés à des questions d'énergie, et dont les conséquences sur le marché de l'énergie, sur la manière dont ça consommait l'énergie, sont colossales. Nous avons aujourd'hui un Conseil européen qui se déroule aujourd'hui et demain, et dont l'un des sujets est celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette soi-disant couple franco-allemand, qui n'existe pas, puisque les Allemands ne parlent pas de couple, ils parlent de partenaires, avait un sens avec l'atome, le nucléaire, mais les Allemands, crac, ont sabordé ce qui était un pilier finalement de cette construction européenne. Peu de gens le savent, donc c'est vraiment important de le rappeler. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est mais quid de cette Union européenne où on a un pays qui a complètement arrêté le nucléaire, alors que c'était basé là-dessus depuis 1957, qui est vassalisé un coup du côté russe avec le gaz naturel qui passe par les gazoducs, et puis maintenant qui est moitié vassalisé par les Américains, parce que sinon il est mort, avec le gaz liquéfié. Quoi qu'il achète toujours du gaz liquéfié russe, mais bon, ça devient compliqué en payant en contrebande. Rubis sur l'ongle des Russes qui gagnent plus d'argent en vendant moins. Donc bon, le Kremlin, il doit vraiment se rigoler. Mais on va revenir là-dessus, mais je voulais tirer le fil d'Ariane sur toutes ces questions-là, parce que vous avez écrit dans votre premier livre sur les éoliennes. Ah oui, les éoliennes. Non, mais c'est parce que c'est là que vient le problème. Lié. En fait, parce que tout est lié. En Allemagne, et c'est important pour nos écologistes, enfin soi-disant écologistes de LV, aujourd'hui, c'est que les Allemands, étant Allemands, ont fait vraiment tous les efforts qu'on puisse faire. Je ne pense pas qu'on fera autant d'efforts qu'eux pour faire une transition écologique sur des énergies dites renouvelables. Je pense aux éoliennes en particulier. Et ils ont investi combien ? 500 milliards ? 520 milliards, mais beaucoup plus que 500, des milliards, des centaines de milliards. C'est absolument colossal. Et si je me souviens bien, moi ça ne marche pas bien, les factures ont explosé. Alors, en fait, vous avez raison de rappeler ce point, je dirais que c'est le point essentiel. Et c'est le fil rouge de mes 3 livres. Éolienne, nucléaire, guerre de l'énergie. Parce qu'en fait, le dernier, c'est la synthèse géopolitique des 2 autres. Il faut comprendre que, en fait, l'Allemagne de l'Ouest signe le traité Euratom. Et la RDA ne signe pas le traité Euratom. Oui. Et que cette affaire de lutte contre le nucléaire, même si en Allemagne de l'Ouest, il y a un fort mouvement antinucléaire, largement financé par les associations environnementales, les Amis de la Terre, Greenpeace, WWF, et dont on sait que les Amis de la Terre ont été financés par l'industrie du pétrole, et en particulier la fondation Rockefeller ou Anderson, mania du pétrole, qui n'aiment pas du tout le nucléaire. Alors pas pour des raisons écologiques, mais parce que le nucléaire va remplacer le pétrole. Et financé aussi par les Russes, par Gazprom. Et par ailleurs, bien sûr, c'est là qu'on voit que nos copains ne sont ni américains, ni russes, et que le nucléaire français, ou en Europe, est contesté à la fois par les Russes et à la fois par les Américains. Et en particulier le pétrole. Et donc, en Allemagne, se crée un grand mouvement financé par le pétrole américain, anti-nucléaire. Mais le mouvement, je dirais, l'émergence de ce mouvement, c'est la réunification, parce qu'ils sont encore plus anti-nucléaires en Europe de l'Est. Et la réunification fait que, finalement, in fine, comme en 1980, l'Institut OCO fait écrire 3 scientifiques un bouquin qui s'appelle Energiewende. Et ce terme est très important, parce que c'est vraiment l'idéologie contre laquelle nous nous battons, qui est au cœur de l'affaire. Energiewende, ce qui veut dire transition énergétique ou rupture énergétique, mais on dira transition énergétique, qui dit qu'on peut se passer du nucléaire et du pétrole. Et en réalité, Gerhard Schröder, et on y arrive, prend le pouvoir en 1997 avec les mouvements écolos, et en particulier les Grünen, issus des associations antinucléaires, et met en place 2 axes. La fermeture des réacteurs nucléaires en Allemagne, qui doit se fermer en 2021,
Et d'ailleurs, les 3 derniers réacteurs nucléaires sont fermés en 2023, parce qu'avec la crise Covid et la crise en Ukraine, ils ont reporté d'1 an, mais il y a bien eu la fermeture de tous les réacteurs. Enfin, la fermeture, l'arrêt, sans sabotage, puisqu'ils ont maintenu les capacités de production. Ils ne font pas comme chez nous à Fessenheim. Il paraît que des gens intelligents en Allemagne ont demandé... Voilà, vous maintenez les outils de production, vous les démantelez pas comme on fait en France pour Fessenheim. On le sait peu, les Allemands, quand on est sorti de l'euro, ont stocké leurs billets. Voilà. Au Deutschmark, dans des hangars. Qui sait? Ensuite, la loi EGE, qui est la loi des énergies intermittentes. Je parlerai plutôt d'énergie intermittente, puisque les énergies sont renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'on utilise le soleil ou l'air. Mais dans ce cas-là, il faut dire que le nucléaire est également renouvelable, puisque une centrale nucléaire marche à l'eau. C'est une centrale à eau. La turbine fonctionne à l'eau dans une centrale nucléaire. Donc dans ce cas-là, on dit qu'une centrale nucléaire est renouvelable. Je préfère intermittent, non intermittent. Intermittent qui fonctionne de manière aléatoire, non intermittent, la centrale nucléaire qui fonctionne de manière pilotable et certaine. Donc, l'Allemagne est au cœur parce qu'il va déployer tout un système d'éoliennes intermittentes. Et pour compenser ces éoliennes intermittentes, et pour éviter qu'on utilise du charbon, eh bien, Gerhard Schröder va faire un accord, le pacte Schröder-Poutine, qui est la version modernisée du pacte Molotov-Ribbentrop. Non, mais il faut dire les choses, de relations entre la Russie et l'Allemagne, de liens directs d'approvisionnement en gaz, qui va servir d'ailleurs BASF, qui est actionnaire de Nord Stream, et c'est la construction de Nord Stream qui commence au début du mandat de Gerhard Schröder. Sera, après avoir été chancelier... Mandat, il deviendra l'homme clé de cette relation, en étant patron de Nord Stream, patron de Rosneft, et patron potentiel de Gazprom, mais à cause de la guerre en Ukraine, il va être démissionné de ses fonctions. Des gens taquins pourraient parler de corruption. Voilà. Bon, il est même... Là, on est au-delà de la corruption, puisqu'il est au cœur, en fait, de la relation. Il est l'homme clé, l'ambassadeur de Poutine en Europe pour vassaliser l'Europe. C'est l'homme de vassalisation de l'Europe, en quelque sorte. Et de ce fait, pourquoi crée-t-il Nord Stream ? Et c'est là que ça renvoie à la guerre en Ukraine. C'est que, depuis 2004, la révolution orange de l'Ukraine, la CIA et les services secrets américains ont commencé à déstabiliser l'Ukraine et le pouvoir politique en Ukraine. Et de ce fait, on renvoie à 2014 à la révolution du Maïdan. De ce fait, l'Ukraine, en vertu de la doctrine Brzezinski, est un pays clé pour l'Amérique pour contrôler l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, c'est le pays de passage historique des gazoducs venant de Russie. C'est Brotherhood, donc fraternité, et Soyouz, sachant que Yamal passe par la Pologne. Donc, passage historique du gaz, et évidemment, les États-Unis, voulant contrôler l'Ukraine, eh bien, voient d'un mauvais œil le fait que l'Allemagne fasse une ligne directe d'approvisionnement, parce que ça atténue le pouvoir américain en Europe de l'Est, puisque l'Allemagne va pouvoir traiter sans avoir besoin du pays ukrainien. Et donc, le gazoduc Nord Stream 1 est construit, et Nord Stream 2 pose énormément de problèmes stratégiques à l'Amérique, et Donald Trump met en place des opérations de sanctions contre les gazoducs Nord Stream 2 qui posent des difficultés. Pourquoi ? Parce que Nord Stream 1, ça allait encore, 55 milliards de mètres cubes, mais Nord Stream 2 double la capacité, 100 milliards de mètres cubes, soit 25% de la consommation de gaz de l'Europe. De ce fait, Nord Stream 1, on va dire, équilibrer les relations avec la Russie, mais aux yeux de l'Amérique, ça devient insoutenable parce que, grâce à Nord Stream 2, Poutine prend un pouvoir total sur l'Union européenne par le biais de l'Allemagne. Et l'Allemagne, de son côté, prend un pouvoir total dans l'Union européenne, et pour ce faire, l'Allemagne a besoin de déstabiliser le nucléaire français, parce que moins de nucléaire, c'est plus d'éoliennes couplées au gaz. Et comme l'Allemagne devient le hub de distribution du gaz russe, eh bien effectivement, ça place l'Allemagne dans une situation de leadership européen. Et évidemment, le sabotage de Nord Stream 1 et 2 crée
une distorsion incroyable avec une rupture du cordon ombilical entre la Russie et l'Allemagne qui, de ce fait, est contraint d'acheter le gaz américain qui, depuis 2016, s'est développé, depuis donc 2016. Et comme depuis 2016, les États-Unis n'ont plus besoin d'importer, eh bien les États-Unis peuvent exporter sous la forme de gaz naturel liquéfié leur gaz de schiste. Mais sauf que, et c'est ça où c'est passionnant, c'est qu'avant-guerre, le gaz naturel liquéfié est plus cher que le gaz gazoduc. Mais comme en 2021, au deuxième semestre 2021, il y a une crise du gaz qui n'est pas liée à la guerre, il y a un choc gazier. Pourquoi il y a un choc gazier ? Parce que les éoliennes en Europe connaissent leur plus bas historique depuis 43 ans. Comme on est dans la reprise post-Covid, on a énormément besoin de gaz et d'énergie fossile. Le cours du gaz est multiplié par 6, voire par 10 en un an. Le résultat, le gaz américain devient plus compétitif que le gaz russe. Et de ce fait, l'idée qu'il puisse y avoir une guerre, et là je le dis comme si c'était cynique, mais donc on est en décembre 2021, le gaz explose, les Américains peuvent sans problème vendre leur gaz de schiste de manière rentable. Et l'idée qu'il y ait une guerre en Ukraine est formidable, puisque la guerre en Ukraine va conduire à des embargos sur le gaz russe et permettre aux États-Unis de vendre leur surplus de gaz. Le sabotage de Nord Stream conduit à la nécessité pour l'Europe d'acheter du gaz naturel américain. Et la facture de gaz qui était de 120 milliards de dollars en 2021 passe à 400 milliards de dollars en 2022. 280 milliards d'écart. Supplémentaire pour l'Europe. Supplémentaire pour l'Europe. Or, vous vous rappelez, on rappelle aux auditeurs, que le marché européen de l'électricité est indexé sur le prix de l'unité de production dont le coût marginal est le plus élevé. Et le coût marginal le plus élevé de la dernière centrale, c'est la centrale à gaz. L'explosion du prix du gaz fait exploser le marché de l'électricité européen et a des conséquences directes sur la facture d'électricité des Français, des boulangers et de nos industries. C'est combien déjà les avoirs russes qui ont été saisis ? Ah ben, c'est très important. Mais en réalité... Ce qui est amusant, c'est de saisir 300 milliards et d'en perdre 280. Oui, déjà. Mais surtout, ce qui est intéressant, parce que j'ai fait des interventions, le sabotage, on ne sait pas qui a fait le sabotage d'un point de vue opérationnel. On sait simplement à qui profite le crime, puisque en février 2022, Joe Biden reçoit Olaf Scholz à la Maison-Blanche. Et une journaliste lui dit « Mais qu'est-ce que vous ferez s'il y a l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine ?» Et Biden dit « En tout cas, s'il y a l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. » Et la journaliste lui dit « Mais comment vous comptez faire ?» Et Biden dit « Je peux vous assurer que nous sommes en mesure de le faire. » Donc, moi, on peut chercher quels services secrets ont, etc., sous faux drapeau, etc. Il est évident que le sabotage de Nord Stream 2 sert les intérêts économiques des États-Unis. En outre, il ne faut pas... Donc, pour le sabotage, ça semble assez évident. Et puis, si je peux me permettre, il y a un peu d'histoire. C'est que ce n'est pas que Schröder et Poutine, quand ils étaient encore enfants, les accords entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Ouest ont été passés via la Tchécoslovaquie, ça arrivait en Bavière, c'était les premiers gazoducs. Exactement. Que les Américains de Reagan, déjà, ont sabordé. Exactement. Donc, au doigt mouillé, on peut se dire et ça renvoie à une affaire incroyable qui est l'affaire Farowell. Oui, Farowell. Donc, l'espion russe qui est récupéré par Mitterrand et qui fait découvrir les 400 taupes d'espionnage scientifique. Affaire Farowell, qui va faire que les États-Unis vont instrumentaliser le réseau dévoilé par Farowell pour filer des chevaux de Troie dans les systèmes de pompage des gazoducs russes.
Donc, le sabotage, et c'est ce que j'explique dans mon livre, le sabotage des gazoducs russes n'est pas une histoire ancienne. J'ai retrouvé des synthèses de la CIA, synthèses en source ouverte, je précise, pas des documents secrets, mais source ouverte, sur ce point-là, sur les sabotages depuis les années 80. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est bien la Russie, par rapport aux sanctions économiques que vous évoquez, qui a fermé le robinet du gaz. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, en août 2022, un mois avant le sabotage de Nord Stream 1 et 2, c'est la Russie qui ferme progressivement le gazoduc. L'embargo sur le gaz, ça n'est pas l'Europe contre la Russie, c'est la Russie contre l'Europe. C'était une arme énergétique. Et d'ailleurs, l'Allemagne a absolument besoin du gaz russe. Et d'ailleurs, ce qui fait que l'économie allemande est en train de s'effondrer, c'est parce qu'elle n'a plus ce gaz. On n'en parle pas assez, mais ce sont des milliers d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Bien sûr. Il y a des grosses comme BASF, justement. Et vous avez parfaitement raison de le souligner. Parce que l'autre effet qui se coule, si je peux utiliser une expression, c'est que une fois que l'Amérique a surdimensionné la facture énergétique de l'Europe, évidemment, la facture énergétique est forte. On paye cher. Mais, par voie de conséquence, la compétitivité industrielle de l'Europe s'effondre par rapport à celle des États-Unis, qui vend son gaz 6 fois moins cher à ses entreprises et qui profite de la situation pour faire l'Inflation Reduction Act, qui est en fait une façon d'aspirer les industries européennes et d'appauvrir complètement l'Europe de ces industries. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important de comprendre dans notre naïveté française, c'est que nous n'avons pas d'amis. Ni les Américains, ni les Russes. Chacun pour soi dans ce monde multilatéral où chacun doit défendre ses intérêts économiques. Et une fois qu'on a ce paradigme, cette pensée que nous n'avons pas d'amis, eh bien nous prenons les mesures protectionnistes qui s'imposent dans cette guerre mondiale de l'énergie. C'est très important de rappeler les choses de cette manière-là. D'ailleurs, des gens qui ne sont pas complètement stupides, même si on peut ne pas être d'accord avec eux dans la répartition de la richesse, je pense au patronat allemand. Quand quelques semaines après le début du conflit direct en Ukraine, du 24 février 2022, le Parlement européen avait voté une résolution qu'il faudrait arrêter tout achat de quoi que ce soit, en particulier de gaz, à l'Allemagne. Et l'équivalent du patronat européen était allé voir von der Leyen, puisqu'elle est allemande, à la Commission européenne. Paraît-il que des noms d'oiseaux ont volé, parce qu'ils ont dit, mais vous êtes... Parce que von der Leyen avait immédiatement dit quelle magnifique résolution, il faut immédiatement tout arrêter. Et en plus demander de qui elle sert, parce que ces patrons allemands ont dit mais on va être ruinés. Ben, bien sûr. On va mettre la clé sous la porte. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est QFD. Et rappelez-vous Bruno Le Maire, qui, sur France Info, fait une déclaration tonitruante incroyable en disant « Nous allons mener une guerre économique totale à la Russie ». D'ailleurs, c'est une déclaration de guerre qui, normalement, était dévolue au président Macron et pas à un ministre de l'économie. Lui, il avait déclaré la guerre au Covid. Et le même jour, Dimitri Medvedev lui répond sur Twitter et il dit « Attention, messieurs, vous déclarez faire une guerre économique totale à la Russie. N'oubliez pas que dans l'histoire, les guerres économiques ont fini en guerre totale. » Et le résultat, c'est qu'en effet, boomerang, eh bien, cette guerre économique qui a été lancée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, s'est retournée évidemment contre l'Europe, dans la mesure où le problème d'approvisionnement en gaz, s'il a touché particulièrement l'Allemagne, a des conséquences dramatiques sur la facture énergétique de l'Europe. Alors c'est ça qui est étonnant, parce que, comme vous l'avez dit, les États, en tout cas qui se respectent, s'occupent d'abord de leurs intérêts. Donc, les Russes font ce qu'ils font dans leurs intérêts. Les Américains font ce qu'il faut dans leurs intérêts. D'ailleurs, ça permet de mettre encore un petit taquet aux écologistes, soi-disant écologistes européens, puisque quand Donald Trump était président des États-Unis et qu'il a intensifié la production de gaz de schiste, c'était horrible. Sauron était revenu, tout était atroce, c'était insupportable.
Mais 4 ans après, il faut absolument arrêter d'acheter du gaz russe. Vive l'achat de gaz américain. Gaz de schiste, gaz de schiste au soufre américain, tout à fait. Bon, sans l'exploiter en France. Voilà. Alors je les prends eux parce que ils sont comme une sorte de quintessence une sorte d'idiotie ou d'inconséquence totale. Je dirais pas qu'ils sont idiots, puisque j'ai un chapitre complet sur les écologistes, les ONG prétendument écologistes, dont j'affirme, et je le réaffirme ici, qu'elles ont un double agenda. Sont des agents secrets, et en fait, ce sont des mercenaires énergétiques. Je l'ai écrit, et je n'ai pas eu de souci là-dessus. WWF, Greenpeace, les Amis de la Terre, sont des mercenaires énergétiques qui agissent sous faux drapeau, et j'en veux pour preuve Jennifer Morgan, américaine, naturalisée allemande, est nommée en février 2022, quelques jours avant la guerre en Ukraine. Elle est nommée secrétaire d'État chargée du climat au nouveau gouvernement allemand, et sa patronne, c'est la ministre des Affaires étrangères, Anna Baerbock, ministre Grünen. Jennifer Morgan, avant d'être nommée en Allemagne ministre des éoliennes, ne nous leurrons pas, d'ailleurs sur son compte Twitter, il y a des jolies éoliennes sur son compte Twitter, était patronne monde de Greenpeace International. Et avant, elle était patronne de WWF, et avant de Réseau Action Climat. C'est-à-dire toutes les ONG qui luttent contre le nucléaire en France. En réalité, ces ONG ont un agenda de destruction de l'autonomie énergétique de la France, qui est le pays clé dans ce système, parce que, justement, depuis 1973, la France a montré la capacité à être autonome énergétiquement. Et être autonome énergétiquement, c'est ne pas être vassalisé énergétiquement. Et donc, ne pas être vassalisé politiquement. Et de ce fait, ces différentes ONG et ces différents partis politiques liés à ces ONG, parce que je vous rappelle que Yannick Jadot, c'était le chef des opérations spéciales de Greenpeace, il devient patron d'Europe Écologie Les Verts. Madame Rivasi, patronne de Greenpeace, devient députée d'Europe Écologie Les Verts. Eh bien, il y a une liaison très étroite entre ces ONG mercenaires énergétiques et les partis politiques pro-éoliennes. Je pense par exemple à Europe Écologie Les Verts, qui a en son sein le patron de Valorem, M. Jean-Yves Grandidier, lui-même patron de la principale société d'exploitation éolienne, et candidat à Europe Écologie Les Verts sur la liste aux européennes. Donc cette liaison, on le voit, c'est-à-dire c'est l'éolien allemand couplé au gaz russe, et maintenant l'éolien allemand couplé au gaz de schiste américain, contre le modèle énergétique nucléaire français, nucléaire, barrage, complètement décarboné. Et donc, cette tension intra-européenne est la conséquence de cette guerre mondiale de l'énergie. Mais là où je disais idiot, c'est quel avenir nous prépare-t-il ? Parce que quand on y pense et quand on connaît, je connais très bien la Russie et l'état de la Russie dans les années 90, quand on voit ce qu'elle est aujourd'hui, et en particulier l'adossement de l'État russe à Rosatom, qui est peut-être la structure principale en fait de l'État, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Gazprom, c'est Rosatom qui est la colonne vertébrale et qui construit des centrales nucléaires partout dans le monde. Qui est leader mondial. Qui a fait les premières centrales, là les Chinois viennent d'en lancer une, à neutrons rapides. Donc, ils en ont deux déjà. Voilà. Rosatom a déjà deux réacteurs à neutrons rapides. Les Chinois viennent de démarrer commercialement une, disons. Chez nous, ça s'appelait Super Phoenix. Tout à fait. On était très en avance. On avait 30 ans d'avance. On était largement en avance sur les Russes. Oui. Qui maintenant sont devant. Oui. Vendent partout. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont en avance. Westinghouse House. Également. De deux amis américains. Eux, si je ne m'abuse, ont prévu de construire des centrales nucléaires dans l'Europe de l'Est. Alors, oui. Ça y est. À la place des centrales au charbon. Alors là. Et spécifiquement en Ukraine. Georges, vous soulignez la dimension, le deuxième volet de cette guerre mondiale de l'énergie. Le gaz. Qui est en train de changer de niveau des hydrocarbures au nucléaire. Exactement. Donc on a le gaz énergie d'avenir, AAA, abondance, abordable et acceptable.
beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, très, très nombreuses quantités partout dans le monde, etc. Premier impact géostratégique, le gaz. Deuxième impact géostratégique, le nucléaire. 3 acteurs clés du nucléaire. Rosatom, vous l'avez dit, deuxième bras armé de Poutine dans cette guerre de l'énergie, leader mondial, 35 projets de construction de réacteurs, 25 constructions actuelles. Et même au Burkina Faso. Voilà, partout dans le monde. Westinghouse, qui a beaucoup de retard, qui n'est pas particulièrement bien positionné par rapport à EDF, qui, depuis 2021, là, ça y est, c'est reparti. Framatome, Orano, EDF, les acteurs clés du nucléaire français. Moi, j'ai assisté à des réunions, on est reparti, ça y est, la prise de conscience est réelle. C'est pas que des mots. Ce n'est pas que des mots. On y reviendra. Exactement. Mais, évidemment, l'Europe est un enjeu stratégique. L'Europe est un enjeu stratégique pour Poutine, et l'Europe de l'Est est un enjeu stratégique pour les Américains. Parce que selon la doctrine Brzezinski, quand vous maîtrisez les pays d'Europe de l'Est et des Balkans, vous maîtrisez l'Eurasie. Et pourquoi et d'ailleurs, en Ukraine, le premier point qu'il faut savoir, c'est qu'en Ukraine, Zelensky a signé un contrat avec Westinghouse de 9 réacteurs nucléaires. De 9 réacteurs. Pas un pour la France. Donc Zelensky, il nous demande des armes, mais il ne signe pas de contrat avec nous pour le nucléaire. C'est bon. Les Anglais, ils ont dit on n'est pas Amazon. Vous avez une vision un peu complotiste de la guerre en Ukraine. BHL l'a expliqué. C'est la réalité. C'est démocratie contre... Oui, mais moi je regarde juste le communiqué de presse. Je regarde juste le communiqué de presse qu'a signé Zelensky sur le fait qu'il achetait 9 réacteurs nucléaires à Westinghouse. Mais c'est bien de le rappeler parce que peu de gens sont au courant de ce problème. Mais attendez, donc nous livrons des armes et nous n'avons aucun marché. L'avait dit d'ailleurs François Mitterrand à propos de la guerre en Irak. Et c'était déjà le cas. Bon. Et l'autre jour, un dignitaire américain, John Kerry, est venu en Roumanie présenter son guichet unique de mise en place de petits réacteurs modulaires, appelés dans les pays anglais de langue anglaise Small Modular Reactor, mais quand on parle français, c'est petits réacteurs modulaires. D'ailleurs, j'incite tous les Français à parler de PRM ou de petits réacteurs nucléaires ou de petits réacteurs modulaires. C'est pas aucune raison qu'on utilise un terme anglo-saxon pour parler d'une technologie française. Pourquoi technologie française ? Parce que les petits réacteurs modulaires, ce sont les réacteurs nucléaires que nous avons dans nos sous-marins nucléaires. Bon, c'est quand même simple. Eh bien, il a mis en place un guichet unique pour transformer les centrales au charbon, et ça c'est très bien, polonaises, avec des petits réacteurs modulaires. Et il a appelé son projet Phénix. Tiens, ça vous rappelle rien ? Ça rappelle Phénix et Super Phénix, qui sont les technologies que nous avons abandonnées en 1997. Et pour lequel nous avions 30 ans d'avance. Et en 2019 avec l'arrêt d'Astrid. Qui est lié... Alors, il faut expliquer pourquoi c'est fondamental. Il faut expliquer, ça c'est un point fondamental. Il faut juste peut-être expliquer ce que c'est que Super Phénix. Pas du tout ce que c'est Astrid ou Super Phénix. Voilà, non mais... Parce que neutron rapide, tout ça... C'est clé. À part projet Georges, on va faire une petite incise parce que c'est juste exceptionnel. Lorsqu'on a un réacteur à eau pressurisée, donc le réacteur nucléaire, c'est quoi ? C'est une grande cocotte minute qui est rattachée à une dynamo de vélo. Pour être synthétique, on utilise une cocotte minute, très exactement 2. On utilise 2 cocottes minutes et puis c'est raccordé à une dynamo de vélo. Voilà. La dynamo de vélo est un peu grande, ça s'appelle une turbine Arabelle. Pour créer ça, on utilise la fission nucléaire, donc c'est un atome d'uranium qui a cette particularité d'être fissile, donc elle peut être cassée. Quand on casse l'atome, ça le casse en deux et ça produit d'autres éléments, notamment du plutonium, on aura l'occasion d'y revenir, et ça fait de l'énergie. L'énergie chauffe l'eau et ça alimente les turbines. Quand on utilise ces centrales à eau pressurisées, on récupère de l'uranium appauvri et on récupère du plutonium. Cet uranium appauvri, qui n'a pas l'uranium fissile, c'est un uranium qui ne peut pas être fissile, on en a 300 000 tonnes. Donc les écolos voulaient en faire un déchet
qui ne pouvaient pas être réutilisés. Sauf qu'en réalité, ça n'est pas un déchet. C'est un combustible. Parce qu'on met cet uranium fissile, on a 300 000 tonnes, et on le met en liaison avec le plutonium, qui est un élément que l'on retrouve dans nos centrales, un rejet de nos centrales. Et de manière magique, le plutonium allié à l'uranium appauvri nous offre plus de 2000 ans de souveraineté énergétique en France. Sur notre sol, nous disposons grâce aux réacteurs à neutrons rapides. Pour faire simple, ce sont des centrales nucléaires qui fonctionnent aux déchets ou du moins, je ne dirais pas déchets, mais rejets, pour faire simple, des autres réacteurs. Et ce sont des réacteurs à neutrons rapides. Et c'était la technologie de Superphénix, que d'utiliser ces déchets. Donc, c'est juste pour expliquer que l'abandon de Superphénix, c'est l'abandon d'une technologie qui nous offrait des milliers d'années de souveraineté énergétique. Donc, évidemment, abandonner une technologie... Et un élément de puissance dans le monde. Et un élément de puissance dans le monde. Donc, vous imaginez pourquoi ils ont tout fait pour s'aborder cette technologie pour laquelle nous avions 20 ans d'avance. 20 ans d'avance, 30 ans même. On était les meilleurs. Alors maintenant, ils nous ont rattrapés. Il y en a quand même quelques-uns qui devraient recevoir la Silver Star du Congrès américain. Pour avoir si bien servi, ou la médaille de Saint-Georges, je crois, chez les Russes. Non, mais c'est juste pour expliquer à quel point c'est fondamental, parce que si nous avions Superphénix, on aurait pu l'industrialiser, et aujourd'hui, nous n'aurions pas nos problèmes de facture d'électricité. Pas du tout. Nous aurions l'électricité la moins chère. En plus, ça a le double avantage, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, et on utilise les déchets des autres réacteurs. Et donc, on n'a plus besoin d'importer de matières premières. D'ailleurs, vous le notez, c'est pour ça que je disais militant écologiste, c'est que chez nous, l'écologie est importante. Parce qu'il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes sur la biodiversité, et donc il faut justement réduire les gaz à effet de serre. Et je crois que vous le soulignez, je ne sais plus si c'est dans le livre ou ailleurs, mais quand je vous ai écouté, vous soulignez le fait que le GIEC, dans ses rapports, c'est le nucléaire, la vérité cachée. Et que toute une série, même de militants écologistes, et je pense à Greta Thunberg, tout à fait, qui même très récemment, visiblement, elle a eu le temps de lire, entre autres les rapports du GIEC, dont elle se targuait. Tout à fait. En fait, et elle s'est dit, c'est le rapport du GIEC de 2018 qu'ils essayent d'étouffer, qui expose que la relance du nucléaire est nécessaire, avec plusieurs scénarios qui vont de la multiplication par 2 de la puissance installée dans le monde jusqu'à une multiplication par 6. Et la COP28, vient d'évoquer avec un grand nombre de pays une multiplication par 3 de la puissance installée. Donc, on va dire que la COP28 s'est positionnée à peu près dans la ligne médiane entre la ligne forte et basse du GIEC. Et depuis, Bill Gates a fait des investissements très forts dans le nucléaire. Alors, je vais corriger ce qu'on m'a prêté comme propos. Bill Gates n'a pas acheté Astrid, il n'a pas acheté la technologie. Nous avons abandonné la technologie Astrid, il n'a même pas eu besoin de l'acheter. Il l'a reprise et développée. C'est-à-dire que Bill Gates je tiens à préciser, n'a pas acheté la technologie Astrid à la France. Il l'a reprise à son compte. C'est pire. Et aujourd'hui, Bill Gates développe des petits réacteurs modulaires en utilisant les déchets nucléaires des autres, et il reçoit du département de l'énergie américain des milliards pour ça. C'est agaçant. Comment ? C'est agaçant. C'est très agaçant. Et donc, juste pour expliquer que cette relance du nucléaire, aujourd'hui, vous avez un ancien, il s'appelle Schellenberger aux États-Unis, qui est un militant écologiste proche de Barack Obama, qui était un proche des énergies renouvelables, qui est passé pro-nucléaire à fond. Et vous avez Zion Light, qui était militante d'Extinction Rébellion, qui est passé du côté des pro-nucléaires, et vous avez Greta Thunberg, qui a fait des manifestations dans les centrales à charbon et qui a soutenu le développement du nucléaire. Donc, vous avez, de toute façon, de manière mondiale, vous savez, je dirais qu'aujourd'hui, les écolos d'Europe Écologie Les Verts, anti-nucléaires, c'est comme les anciens communistes, vous savez, un peu racis, ringards,
de la dernière garde, ceux qui défilent, les anciens combattants, bientôt ils pourront rester dans les musées, voilà, ils seront dans les musées à manifester et à ruminer leur anti-nucléaire. C'est que beaucoup de gens de bonne foi, voulant que ça aille mieux pour les pingouins et la nature et que leurs enfants respirent moins de particules fines, vont voter à ces élections européennes, parce que c'est une élection où les Verts, les Grünen, les ELV font des bons scores, à cause de citoyens qu'ils mystifient, en fait. C'est ça. En fait, c'est tout le paradoxe. Vous savez, dans 1984, d'Orwell, il dit la vérité, c'est le mensonge, la guerre, c'est la paix. En fait, sous prétexte d'écologie, on a des personnes qui promeuvent le modèle au charbon allemand. Et il y a bien sûr les émissions de gaz à effet de serre qui est un sujet important, mais la réalité, c'est pour notre environnement, pour les maladies pulmonaires, c'est que vous avez encore Émeric Caron qui vante le modèle allemand, alors que le modèle allemand est un des plus polluants au monde. C'est eux qui ont le plus d'émissions d'effet de serre en Europe, je crois. Ouais, le plus avec la Pologne, mais surtout le plus de particules fines, qui avec la Chine et les États-Unis émet le plus de particules fines dans le monde, responsable de millions de décès dans le monde. Parce que la conséquence de leur politique de l'énergie dite renouvelable, c'est l'ouverture de dizaines de centrales à charbon, des rouvertures de mines, et en particulier à Lutzerat, de lignite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus mauvais, le charbon, plus friable, qui a le plus d'émetteurs de gaz à effet de serre. J'invite chacun à regarder sur Internet, Google Earth, à quoi ça ressemble une mine de lignite. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça désintègre tout dans un rayon de 10-20 km. Et le pire, c'est que comme ils n'ont plus le gaz russe, les Allemands, ils développent leur mine de charbon, et il y a une mine qui est à proximité d'une centrale éolienne, et ils démantèlent des éoliennes pour élargir la centrale au charbon. Et ça, c'est le modèle que nous vante Émeric Caron ou Yannick Jadot. Vous voyez, voilà, eux, ils adorent le charbon. Et d'ailleurs, Greenpeace, dans sa communication en Allemagne, dit « Ah oui, on a besoin de centrales au charbon ». Donc, je donne des passages en disant, et ils disent un mot que je trouve ravissant, il dit, c'est du charbon de transition. Alors même qu'on exige, si je ne me trompe pas, Emmanuel Macron à la COP28, on exige que les autres là-bas arrêtent de... Alors non, Emmanuel Macron, justement, a fait un couplet anti-allemand. Ça a été... je parlais de demander l'arrêt de l'utilisation des centrales à charbon dans les pays en voie de développement. Et en Allemagne aussi. Il y a eu, ça a été perçu, il y a eu des articles de presse comme étant une pique à l'Allemagne. Ils se débrouillent, comment dire, sur le nucléaire, ils se débrouillent plutôt pas mal. Je trouve qu'Emmanuel Macron et Agnès Pannier-Runacher ont des résultats. Ça, c'est incontestable. Et en même temps, autant ils sont bons sur le nucléaire, autant ils sont très très mauvais sur l'intermittent. C'est-à-dire qu'ils nous font du en même temps, et donc du coup, ils sont très très mauvais, et en même temps, ils sont très bons. Et c'est très déroutant. Et j'aimerais qu'ils soient aussi bons dans leur analyse sur le nucléaire, qu'ils soient bons dans leur analyse sur l'éolien. L'éolien ne sert à rien, il doit être couplé au gaz. Donc arrêtons de raconter des carabistouilles. Parce que même s'il y a une évolution positive, vous l'avez souligné, sur le nucléaire, c'était quand même l'arrêt d'Astrid en 2019. De toute façon, il a ses péchés originels. Et puis, l'arrêt d'Astrid et l'arrêt de Fessenheim. N'oublions pas que l'arrêt de Fessenheim... Et 110 milliards, il me semble, pour l'éolien. Alors, 110 milliards pour l'éolien, 100 milliards pour les raccordements. Le patron de RTE vient de parler de 100 milliards pour raccorder les énergies intermittentes au réseau, 100 milliards d'Enedis pour raccorder le panneau solaire aux moyens de distribution. Je fais une incise juste, il faut bien comprendre que l'éolienne, parce qu'on a rencontré des soi-disant écologistes qui avaient l'impression que l'éolienne transmettait l'énergie par l'air, mais en fait, chaque éolienne non seulement est implantée dans une énorme masse de béton dans la terre, mais en plus, il faut raccorder une ligne à haute tension. Un câblage à une autre ligne à haute tension. Et ça coûte très cher parce que et comme il y en a un peu partout, complètement disséminés. On ne peut pas développer des lignes à haute tension quand vous avez 18 centrales nucléaires. Vous tirez une ligne droite et vous raccordez au lieu de consommation. C'est simple.
Mais quand vous avez 8000 éoliennes, vous avez autant de raccordements, donc vous ne pouvez pas les mettre par l'extérieur, donc vous les enterrez, donc ça coûte 5 fois plus cher. Sans compter qu'une électricité fiable, comme le nucléaire, avec une électricité intermittente qui fonctionne quand il y a du vent, et de manière aléatoire, ça pose des problèmes gigantesques au réseau. Et là-dessus, c'est quand même dingue, parce que à la fin, quand on prend le mix énergétique global, on a dépensé des centaines de milliards en France pour 1,5% du mix énergétique primaire consommé en France. Et sans développer de filière nationale. Sans aucune filière nationale. Il n'y a même pas de... Non, il n'y a plus personne. Il n'y a même pas de 65% d'achat français. 65% des éoliennes installées en France sont allemandes et 30% sont danoises. Et pour l'essentiel, les éléments plus importants sont chinois. Le balsa est équatorien. Et le gaz qui vient, il est soit russe, soit américain. Donc la balance commerciale. Exactement. On est à 200 milliards par an. Non, un peu moins, mais en tout cas, c'est catastrophique. On a fini à 165 la prochaine. En tout cas, là où on a un nucléaire français créant des emplois non délocalisables, souverain, avec 30 ans de réserve d'uranium, on a 30 ans de réserve pour produire de l'électricité avec l'uranium pour les centrales à eau pressurisée, et on a plusieurs milliers d'années de réserve avec les réacteurs de nouvelle génération. Voilà, c'est réglé. Le problème, et ça renvoie à... peut-être pour finir, je ne sais pas... voilà. Allez-y. Ça renvoie à, à ce qu'on a évoqué en premier, à savoir l'ACEEA, c'est-à-dire l'Euratom, pour résoudre cette crise énergétique, et le plan Messmer en France en 1974. C'est-à-dire qu'en fait, la France a montré sa résilience, pour utiliser un terme macroniste, dans sa capacité à utiliser le nucléaire comme outil d'indépendance énergétique. Eh bien, nous devons offrir à l'Europe cet outil. Et c'est pour ça que dans mon livre, je propose un plan nucléaire européen, un PNE, qui est la synthèse du plan Messmer, c'est-à-dire un plan Messmer européen, avec une réécriture du traité Euratom. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ce qui a marché pour la France et pour les pays qui ont développé le nucléaire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour l'Europe. Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne aux valeurs fondamentale de l'Union européenne. Et qu'on ne vienne pas me dire que l'Allemagne est contre le nucléaire, parce que dans ce cas-là, l'Allemagne est contre l'Europe. Parce qu'en fait, être contre le nucléaire, c'est être contre l'Europe. Ben justement, est-ce que c'était la question que je vous posais tout à l'heure, en cette année électorale européenne, est-ce qu'on n'est pas là-dedans, dans cette situation on est au cœur quasiment d'éclatement de risque de l'Union européenne? Alors, parce que si l'Allemagne, parce que l'Allemagne pour le moment est contre le nucléaire, et nous fait la guerre. Et les Grunel et les socialistes sont contre le nucléaire, mais la CDU vient de donner des positions très pro-nucléaires. Donc effectivement, nous avons l'émergence de deux grandes alliances. L'alliance du nucléaire, portée par la France, avec la Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne, donc c'est assez intéressant, 16 pays, et l'alliance des énergies intermittentes, portée par l'Allemagne. Et actuellement, effectivement, il y a une grande tension entre ces deux blocs. Il faut rappeler que Dimitri Medvedev, en décembre 2022, avait dit « Nous allons assister à l'émergence d'un quatrième Reich qui va faire qu'il y aura une guerre entre la France et l'Allemagne, avec les pays satellites de l'Allemagne et les pays satellites de la France. » Eh bien, je crois qu'en réalité, il ne faut pas chercher dans son propos quelque chose lié à une guerre militaire traditionnelle, mais il était en train d'anticiper cette alliance du nucléaire face à l'alliance du renouvelable, dite renouvelable, qui d'ailleurs a commis l'impair de ne pas recevoir Agnès Pannier-Runacher, donc l'équipe des alliances, l'alliance des pays avec l'Allemagne faisait des réunions sur l'alliance du renouvelable, et Agnès Pannier-Runacher a dit « Mais nous, comme on est dans le en même temps nucléaire et renouvelable, nous souhaitons participer à l'alliance du renouvelable. » Et dans le cadre de 2 réunions, la France a été éconduite de ces réunions. Moi, je dis au gouvernement, tirez les conséquences et mettez en place immédiatement un arrêt de toute installation d'énergie intermittente. On ne peut pas
accepter un impair pareil sans réagir politiquement. Donc moi, je serais favorable, tant que l'Allemagne n'a pas traité son problème de charbon, voilà moi ce que je dis. L'Allemagne est très émetteur de gaz à effet de serre avec son charbon. Eh bien, tant que l'Allemagne ne règle pas son problème de charbon, il n'y a aucune raison que nous installions des éoliennes allemandes en France pour compenser les émissions de gaz à effet de serre allemandes. Nous sommes le meilleur élève. Donc, traitez votre problème de charbon, par exemple avec des centrales nucléaires, et une fois que vous aurez traité votre problème de charbon, nous étudierons la possibilité d'installer des éoliennes dans notre pays si on voit que ça marche. Mais là, il faut immédiatement faire un moratoire. Donc, un plan nucléaire européen, et j'espère que les élections européennes permettront de mettre en avant ce plan nucléaire européen que j'appelle de mes voeux, et un arrêt immédiat des énergies intermittentes tant que l'Allemagne n'a pas traité son problème de centrale au charbon. Alors, une remarque, et puis une dernière question que je vais vous poser. La remarque, c'est sur les centrales, sur les éoliennes. Le vent est toujours bien produit par des masses d'air froides qui rencontrent des masses d'air chaudes, et ça souffle à un endroit particulier, sauf que, changement climatique en plus obligeant, les masses d'air chaudes et d'air froid se déplacent un petit peu, et donc les courants d'air changent de force ou se décalent, pas les éoliennes. Exactement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Institut Copernicus, en 2021, a évalué que nous avions une baisse historique des vents en Europe depuis 43 ans. Et c'était la raison de la crise du choc gazier. Et on constate une chose importante, c'est que depuis 2020, il y a eu une augmentation de 18% de la puissance installée d'éoliennes en France, soit 1500 éoliennes en plus, et pour autant, nous avons eu une baisse de la production totale des éoliennes de 5,5%. C'est la cause du crash de l'éolien ? Comment ? C'est la cause du crash de l'éolien ? Le crack boursier de l'éolien. Là, Siemens qui perd... Voilà. Non, c'est une autre raison. C'est le fait que, en fait, à faire la course au gigantisme des éoliennes, ils ont créé des composants de plus en plus faibles qui se sont fragilisés, et les compagnies d'assurance ont demandé une vérification des éoliennes parce qu'elles prenaient feu toutes seules, et ça représente 30%, ils doivent modifier les composants de 30% des éoliennes, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec le fait que la Chine commence à faire un embargo sur les aimants permanents et les terres rares. Eh bien en fait, ils ont un problème de chaîne d'approvisionnement, ils ont un problème d'affaiblissement de leurs éoliennes, et ils ont un problème de rentabilité, ce qui fait qu'en fait, JP Morgan vient d'annoncer sur Siemens Energy, il est passé de neutre à vendre les actions, après que Siemens Energy ait connu une baisse de 80% de son cours de bourse. 80%. 80% depuis janvier 2021. Ce que je vois, c'est Vestas, Nordex, General Electric, Siemens, tous ont perdu 15-16 milliards. 15-16 milliards en 4 ans, tout à fait. C'est pas mal. Alors là, je parle des pertes en résultat, en EBITDA, donc en résultat net, mais en bourse, c'est encore pire. C'est-à-dire que par exemple, là, c'est leur perte, leur résultat net négatif, mais en bourse, par exemple, Siemens a perdu 11 milliards d'euros de cours de bourse. Donc l'investisseur a perdu, les investisseurs ont perdu 11 milliards. Alors la dernière question concerne EDF, parce que ça aussi, alors ce n'est pas que le problème d'Emmanuel Macron, mais EDF, parce que j'ai eu la chance d'assister aux 3e assises de la géopolitique, donc, que j'ai ici, qui est assez intéressant comme cas, parce que sont intervenus des gens extraordinaires, vous-même, Nicolas Meillan, Samuel Furfari, Philippe Charlez, le général Benoît Durieux, Loïc Le Floch-Prigent, Henri Proglio. Justement, Henri Proglio était quand même très très désespéré quant à l'état d'EDF, et qu'il ne voit pas une évolution positive. Donc vous dites que il y a une sorte de relance du nucléaire, que ça y est, les choses se mettent en place, mais pourquoi continuer à s'aborder de cette manière EDF ? Alors, je rappelle des choses dont vous parlez, mais l'année dernière, c'est 18 milliards de pertes. Oui. 65 milliards de pertes cumulées. Oui, de dette. De dette, oui. Pas parce que les gens sont nuls et ne savent pas gérer, parce qu'on leur impose d'abord ces parce pertes. qu'il y a l'ARENE. Il y a l'ARENE. Non, justement, l'ARENE n'a pas été levée, que je sache. Donc on a
On a quand même des gens, soi-disant néolibéraux, qui sont pour l'économie libre et non faussée. Or là, elle n'est absolument pas libre, elle est totalement faussée. Oui. Puisqu'on, rappelons-le, ça consiste à faire quoi? À produire alors l'AREN, ça veut dire qu'EDF produit et vend à prix cassé 25 à 30% de sa production d'électricité d'origine nucléaire, le vend à des courtiers en électricité qui le revendent moins cher qu'EDF et qui empochent la marge, pour schématiser. Donc ils achètent 42 € le mégawattheure l'électricité, ils la revendent 150 et ils empochent les 100 de différence. Au lieu que ce soit EDF qui prenne cette différence. Produit à 52, 55. Voilà, exactement. Donc EDF perd de l'argent à produire cette électricité qu'elle revend à perte à ses concurrents. Donc on comprenne bien, je fatigue, ce sont des gens, par exemple si on prenait des boulangers, ce sont des gens dont le métier consiste à aller voir des boulangers qui produisent le pain à 40 centimes et le vendent à 1,20 €, et ils l'achètent à 20 centimes et ils le revendent à 3 €. Alors en fait, si on devait schématiser, jamais. En fait, si on devait schématiser, ce serait le boulanger, ce qui s'installe, et juste à côté de ce boulanger, c'est juste un étal. C'est-à-dire il n'y a aucun moyen de production. Et cette baguette qui est achetée chez le boulanger, qui est le produit à 40 centimes, il va la revendre à 1,20 €. Mais derrière, il a eu tout le moyen de production. Eh bien, l'AREN, c'est l'étal qui est à côté, qui va acheter la baguette de pain 50 centimes et qui va la revendre à 1,10 € en ayant simplement l'étal à payer. Et donc ça coûte une fortune. Ça a coûté presque 20-25 milliards en 2022, puisqu'en 2022, en une année, parce qu'en 2022, nous avions eu l'explosion du prix spot, en raison de la crise énergétique, qui était monté à 275 € le mégawattheure. Donc si vous prenez l'AREN, si vous prenez le manque à produire des réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés pour l'histoire des corrosions sous contrainte, dans un principe de précaution poussé à l'outrance, plusieurs dizaines de milliards. Si vous prenez le fait que les éoliennes, on achète à prix subventionné à 91 €, mais EDF n'a pas le droit de revendre dans le marché. Donc ça, manque à gagner 7 milliards. J'ai fait un calcul, je suis allé sur Europe 1, ça n'a jamais été contesté. Au lieu de 18 milliards, nous avons eu une perte, un manque à gagner, pas une perte, de 57 milliards. Nous aurions dû non pas perdre 18 milliards, nous aurions dû gagner 57 moins 18, presque 40 milliards d'euros. Ce chiffre n'a jamais été contesté. Alors je vous cite, justement, c'est une situation grave d'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Bon, ils n'ont pas mis un arrêt à ça. Non. Alors, il faut comprendre une chose fondamentale, mais vous soulignez, vous mettez le point sur quelque chose de fondamental, c'est que depuis 20 ans, nos institutions ont été infiltrées. Tout récemment. Là, ça vient de sortir dans le contexte. Une personnalité implantée dans la commission de régulation de l'énergie en France, responsable de la filière de la transition énergétique, c'est-à-dire responsable des éoliennes, vient d'être engagée par Agora Energiewende, qui est le lobby des éoliennes et de l'Energiewende allemand à Berlin. Lobby Agora Energiewende, qui a aussi une autre structure qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, dont ces locaux sont situés à la Direction générale de l'énergie et du climat, l'autorité du ministère de l'économie et du ministère de l'énergie, chargée de la politique énergétique française. On a un lobby éolien allemand situé dans les locaux de nos ministères. Et donc vous avez comme ça une série de personnalités qui ont trahi la France, qui sont installées au sein de nos institutions et qui agissent de manière en toute impunité et qui détruisent le système énergétique français. Mais il y a une autre personne. Mais le gouvernement, Macron, et il gagnerait une popularité colossale. Mais je sais bien. Parce qu'on ne se retrouverait pas dans la situation absurde où Bruno Le Maire nous annonce qu'il y aura plein d'inflation en oubliant qu'en février, il va encore augmenter de 17% la facture. Il ne faut pas oublier qu'il y a une personne clé quand même dans le dispositif, c'est M. Piéchazic. Qui est M. Piéchazic ? C'est le patron de RTE.
C'est lui qui vient nous dire il faut faire de la sobriété. C'est lui qui nous dit il va falloir 100 milliards pour les réseaux. Mais qui est Monsieur Piéchazic ? C'était le collaborateur de François Hollande, chargé de la loi de déploiement des éoliennes et de la loi de la baisse de la part du nucléaire à 50% du mix électrique. C'est lui qui a mené toute la politique anti-nucléaire et pro-éolienne. C'est la loi qui porte tellement mal son nom, la loi climat, c'est ça ? C'est qui ramène à 50%. Exactement. Et c'est lui qui était le maître d'œuvre à l'Élysée de cette loi. Donc c'est le pompier pyromane. Comment peut-on laisser dans une compagnie aussi importante que Réseau de transport d'électricité l'homme qui est le maître d'œuvre, et je le cite régulièrement, je n'ai pas de problème de le dire, l'homme qui est responsable de ce saccage énergétique. Comment peut-il se permettre de venir dans le média pour nous expliquer comment nous allons résoudre cette crise énergétique alors qu'il est le responsable de cette crise ? C'est quand même incroyable. Eh bien, le problème, c'est que dans ce « en même temps », eh bien, on a en même temps des personnes de bonne volonté, des patriotes, des souverainistes qui ont compris que le nucléaire était important, et en même temps, des gens qui mettent du caillou dans la chaussure. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'état profond en France, qui a été investi par une filière étrangère, eh bien, on ne réglera pas le problème de notre crise énergétique. Je crois que ça fait une bonne conclusion. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci, toutes les informations, les enseignements que ça donne. Voilà, j'invite tout le monde à acheter le dernier ouvrage Guerre de l'énergie. C'est fondamental pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde et notre avenir, l'avenir de la France, de l'Europe et du monde. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et réellement de partager, parce que c'est un sujet vraiment central. Discutez-en autour de vous. Il y a les fêtes de Noël, c'est idéal pour parler de ce genre de sujet. Encore une fois, Fabien Bouglet, merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.